plusieurs thèmes concernant nos deux républiques. Bonsoir Jean-Michel Carrois, bienvenue à Métro News. Merci et bonsoir à tous les amis en Haïti. Bon, on va commencer par un petit point qui a agacé pas mal de gens. Semble-t-il, il y a quelque part un journaliste haïtien qui est en train de mener une campagne pratiquement de dénigrement contre la République dominicaine, campagne qui tendrait à faire croire que la situation sécuritaire en République dominicaine serait aussi mal, si ce n'est pire qu'en Haïti. Bon, je vois votre sourire, mais enfin bon, je crois qu'il faut quand même répondre à ces rumeurs. Oui, non, effectivement, je pense qu'on ne peut pas comparer la situation sécuritaire dans les deux pays. Il y a effectivement un certain nombre d'actes de criminalité qui se sont développés, je dirais, après le Covid. C'est un phénomène qu'on a vu dans beaucoup de pays d'ailleurs, hein. On a vu ça à New York, aux États-Unis, on a vu ça en Europe. Et après le confinement du Covid, il y a eu une remontée de la criminalité, de la délinquance, et qu'on a constaté également en République dominicaine. Et effectivement, il y a des quartiers, notamment dans l'est de la métropole de Saint-Domingue, il y a alors la presse en parle, mais effectivement, j'ai entendu sur les ondes haïtiennes un journaliste qui comparait la situation en disant que c'était pratiquement le même degré d'insécurité. Alors là, je crois qu'il faut effectivement démentir. On en est très loin. On peut sortir le soir, la nuit, et comme je le disais à plusieurs amis qui m'ont envoyé cet extrait audio, si la situation sécuritaire était aussi mauvaise en République dominicaine, on n'approcherait pas des 10 millions de touristes qui vont venir donc cette année dans les hôtels dominicains. Je pense que c'est le meilleur démenti finalement à ces propos, à cette interview. Voilà, c'est une évidence et je pense qu'il est inutile de perdre plus de temps sur ces rumeurs. On tourne la page et on va arrêter là. Par contre, il y a deux autres points qui me paraissent plus importants. C'est autant que je me rappelle, lors de la dernière réunion du G7, le président Lula a été le seul à mettre en discussion la situation en Haïti et à demander pratiquement à la communauté internationale de prendre en cas la situation haïtienne, laquelle proposition de Lula a, semble-t-il, été reprise par le président Abinader. Alors, le président Abinader a effectivement félicité le président Lula pour son intervention à la réunion du G7. Alors, ça fait longtemps, je dirais que ça fait plusieurs mois que le président Abinader demande une intervention pour mettre les gangs sous contrôle. C'est une demande qu'a répétée tant le président Abinader que son ministre des Relations extérieures, Roberto Alvarez, chaque fois qu'ils sont dans une enceinte internationale, qu'il s'agisse des Nations Unies, de l'OEA ou d'autres CARICOM, c'est leur demande. Ils souhaitent que la communauté internationale soit plus proactive pour aider Haïti à venir à bout de ces gangs. Oui, d'autant plus que, qu'on le veuille ou non, ils sont quand même en première ligne, eux aussi. C'est la seule frontière qu'ils aient, c'est celle d'un pays qui est envahi par les gangs et sous la tutelle des gangs, encore que depuis quelque temps, comme on l'a dit déjà, il semble que la peur soit en train de changer de camp et qu'aujourd'hui, ce sont plus les gangsters qui ont à craindre des réactions de la population que l'inverse. Mais bon, on suit tout cela de près. On a évidemment
noter la réaction de la Jamaïque, qui a été le premier pays de cet hémisphère à proposer une aide militaire. C'est le premier pays à l'avoir fait. Je ne pense pas que la République dominicaine souhaite envoyer des troupes. Historiquement, ce ne serait probablement pas très bien vu, mais il est évident qu'ils sont tout à fait intéressés par la sécurité en Haïti. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et justement, en parlant de sécurité, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la coopération entre la police dominicaine et la police haïtienne? Apparemment, il y a eu des arrestations des deux côtés de la frontière. Les Dominicains ont arrêté des gangsters, les Haïtiens ont arrêté des trafiquants dominicains. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une amélioration dans ce domaine? Oui, absolument. D'ailleurs, ce que vous étiez en train de dire m'a fait penser à une information toute récente qui, donc sous la pression de Bois-Calais, enfin des réactions de la population, apparemment un certain nombre de membres de gangs haïtiens essayent de traverser la frontière vers la République dominicaine, et 2 d'entre eux ont été capturés très récemment et ont été remis donc aux autorités haïtiennes. La coopération entre les 2 polices est bonne. Je crois qu'il y a des échanges d'informations. Il y a donc des opérations qui permettent effectivement de renvoyer des personnes membres de gangs vers Haïti, des personnes arrêtées en République dominicaine, et inversement, comme vous le disiez, des délinquants ou des criminels dominicains capturés en Haïti qui sont renvoyés vers la République dominicaine. Et je voudrais également rappeler le cas de cet États-Unien d'origine cubaine qui a été arrêté en République dominicaine alors qu'il essayait de trafiquer des armes à destination d'Haïti par la République dominicaine. C'est ça. Donc là aussi, il y a une coopération, je dirais, trilatérale qui s'accentue avec les États-Unis, la République dominicaine et Haïti pour essayer de mettre un terme à ce fléau qui est le trafic d'armes, donc qui nourrit les gangs haïtiens et qui passe en partie par la République dominicaine. Oui, d'armes et de munitions, évidemment. Bon, un tout dernier point, Jean-Michel, pour clore cette interview. Qu'en est-il des sanctionnés haïtiens, des sanctionnés par le Canada, les États-Unis et d'autres? Qu'en est-il de leur sort en République dominicaine? Il y a des rumeurs qui tendent à faire croire qu'ils ont tous fui la République dominicaine sous peine d'être arrêtés par les Dominicains. Qu'en est-il exactement? Alors, écoutez, effectivement, vous avez vu la liste qui a d'ailleurs donné lieu à controverse, notamment le fait que les Dominicains y aient mis Pierre Espérance, qui a été interprété par un certain nombre de gens, tant en Haïti qu'ici, comme une vengeance de Michel Martelly, qui, lui, n'apparaît pas sur la liste dominicaine, alors qu'il apparaît sur la liste canadienne, ainsi que M. Biggio, qui est sur la liste canadienne et qui n'est pas sur la liste dominicaine, alors que, vous le savez, il a d'importants intérêts économiques puisqu'il a racheté les stations-service de la chaîne Texaco. Donc, il y a un certain nombre d'interrogations sur cette liste. Pour l'instant, les gouvernements, tant américains, canadiens que dominicains, n'ont donné aucune explication sur ce qui motivait donc de mettre telle ou telle personne ou de ne pas mettre telle autre personne sur ces listes. Donc, pour le moment, ce qu'on sait, c'est que les personnes qui sont sur la liste dominicaine, évidemment, évitent de se rendre en République dominicaine. D'accord. Mais ils ne sont pas poursuivis pénalement sur place en République dominicaine. Alors, à ma connaissance, ceux qui se trouvent là. À ma connaissance, il n'y a pas eu de mesure
en dehors du fait de les inscrire donc sur cette liste. D'accord. Comme je vous le disais, la plupart ou la quasi-totalité d'entre eux ne résident pas en République dominicaine. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de conséquences, je dirais, concrètes de cette inscription sur la liste. Très bien. Bon, ben écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour des questions qui pouvaient intéresser nos téléspectateurs. Encore une fois, Jean-Michel, merci infiniment de votre disponibilité, de la précision de vos réponses et de vos commentaires. Et à très bientôt. Au revoir et merci. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. Voilà, c'était notre correspondant permanent en République dominicaine, Jean-Michel Carrois, avec qui nous avons fait un petit tour de quelques questions qui intéressent les deux parties de l'île, l'intervention de Lula, la réaction du président Abinader, la situation sécuritaire, entre guillemets, mais bon, la réponse est claire. 10 millions de touristes attendus cette année en République dominicaine si la situation... On ne sera pas tout à fait à 10 millions, mais on sera autour de entre 9 et 10. Donc, bon, oui, bon. Imaginez, j'espère qu'un jour Haïti redeviendra une destination touristique importante, mais on est évidemment loin des 10 millions de touristes en Haïti actuellement, pour les raisons que vous connaissez. Pour des raisons évidentes et depuis longtemps. Oui, c'est vrai qu'il fut un temps où Haïti était la première destination touristique de cette zone, à une époque où, sous Trujillo, Trujillo n'était pas partisan du tourisme. Au contraire, il faisait tout pour décourager les touristes, ce qui explique évidemment qu'il y en avait peu, alors qu'ici en Haïti, dans les années 50 et jusqu'au début des années 60, les avions, les paquebots, enfin bon, il y avait des touristes absolument partout et pas seulement à Port-au-Prince. Eh bien voilà, encore une fois, merci Jean-Michel Carrois et j'espère qu'on aura l'occasion, j'espère, je suis sûr,